Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de ce 13h. Nous ouvrirons donc ce journal à la Riviera Palmeraie, Riviera Bonhomin où des engins démolissent depuis 48 heures des habitations construites dans des zones à risque pour le gouvernement. Abidjan ne doit pas revivre les inondations meurtrières de la semaine dernière et cela passe par des décisions fermes. Des épidémies menacent les productions de manioc et pour éviter une crise dans la filière, des décideurs de 12 pays d'Afrique se sont retrouvés pour échanger. Résultat, ils s'engagent à lutter contre les maladies virales à travers des sensibilisations et le renforcement des travaux de recherche. Finale Coupe nationale, l'ASEC Mimosa a réalisé le doublé de la saison après sa victoire au tir au but, 5-3 en finale de la Coupe nationale face au stade d'Abidjan. C'était dimanche soir au stade Robert Champreau de Marcory. On en parle en fin de journal. À la Riviera Palmeraie et Riviera Bonhomin, après le chaos, l'heure est à la démolition des habitations construites dans des zones à risque. Cela pour éviter d'autres drames dans ces lieux. Le ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme était lui-même sur le terrain pour appliquer avec fermeté cette mesure du gouvernement. Depuis samedi, des maisons sont détruites pour libérer les emprises et autres bassins d'orage. Ouattara Amadou Walter. Plusieurs habitations situées à la Riviera Palmeraie et Bonhomin, identifiées dans des zones à risque ou encore considérées anarchiques, font l'objet de destruction. Une décision du gouvernement mise en œuvre par le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Sur le terrain, Claude Isaac D supervise et veille au grain. Ces destructions jugées utiles et nécessaires s'inscrivent dans le cadre des mesures préventives afin d'éviter de nouveaux drames à la ville d'Abidjan. Il y a eu 6 morts d'hommes. Donc depuis mercredi, les populations étaient informées, donc nous avons procédé ce matin aux démolitions. Donc il y avait 2 sites en démolition. Le premier qui était sur un canal et le second, disons, qui est aussi en aval de l'autre côté. Pour lesquels effectivement les eaux de ruissellement ont créé beaucoup de dégâts. Ces destructions font parfois grincer les dents. Ici à Bonhomin, des riverains mécontents ont essayé de faire arrêter l'opération de destruction des maisons construites à proximité d'un bas-fond. Après des échanges et des explications avec l'officier de police chargé de la supervision de l'opération, les activités ont repris. Le chef de cette opération a demandé aux populations de privilégier la protection de leur vie et l'intérêt commun. Et en détruisant ces bâtiments construits dans les zones à risque, l'État se soucie du bien-être des populations. Leur santé est également une préoccupation majeure. À travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, il vient d'installer 3 cliniques mobiles dans la commune de Cocody, des cliniques pour prendre en charge l'ensemble des populations. Laurent Sachaud, Cheikh Kone Aboubakar. 3 cliniques mobiles, dont 2 installées dans le centre de santé urbain communautaire de la Riviera Palmeraie et une dans un centre de santé aménagé à la place Alassane Ouattara par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour porter secours aux populations. Cette opération d'unité mobile, elle est là pour suppléer aux soins de la FSUCOM. On pourra faire des accouchements, on fait des consultations, on fait essentiellement des soins d'analyse. Et ces soins sont offerts gracieusement par l'État de Côte d'Ivoire. Rendre le cadre de vie agréable et propre, une priorité pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il a procédé à une opération de démoustication suivie d'une remise de matériel composé de moustiquaires, de bouteilles de javel et des flacons de savon liquide au centre d'accueil des sinistrés situé au sein du groupe scolaire Kouadio Assaoré de la Riviera Palmeraie. Nous, on tenait à les remercier déjà. Après tout ça, tous ces sinistrés, il faudrait qu'on puisse les loger. C'est cette joie-là que nous, on attend. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique entend assurer la garde 24 heures sur 24 afin de relayer les cas d'urgence à travers le SAMU sur les différents centres hospitaliers universitaires. Les fortes pluies de lundi et mardi dernier ont fait des victimes. Les sinistrés continuent de recevoir de l'aide et la compassion des populations. Ce week-end, par exemple, le secrétaire national du RDR en charge de l'habitat et du cadre de vie et l'ONG Aide ont rencontré quelques familles victimes de ces inondations. Ils y sont allés les bras chargés de vivre et de non-vivre, une manière pour eux d'exprimer leur compassion et leur soutien. Reportage Laurent Sachaud dans un récit d'Abou Sanogo. L'élan de solidarité envers les sinistrés se multiplie.
Le secrétaire national du RDR chargé de l'habitat et du cadre de vie a apporté son soutien et sa solidarité aux familles sinistrées des pluies diluviennes de la Riviera Palmeraie et de la cité Alabra dans la commune de Cocody. Il était accompagné par l'ONG Aide, Association ISAN pour le développement et l'éducation. Lorsque vous entrez dans les maisons et que vous voyez le dégât que les inondations ont causé pour des familles qui parfois sont retraitées, ont travaillé pendant 30 ans, pendant 40 ans pour construire ces belles villas, eh bien l'eau a tout emporté d'un seul trait. Nous sommes venus pour dire Yako à nos parents, pour dire Yako à nos frères de Cocody et leur dire que nous sommes entièrement avec eux. Nous leur disons prompt rétablissement et puis nous leur disons aussi toutes nos condoléances aussi. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Quand vous êtes dans ces genres de situations que des frères, votre pays, des ONG pensent à vous, nous sommes vraiment contents, nous disons merci. C'est vraiment un geste, mais c'est l'intention. L'intention qu'ils ont eue pour nous. Cette intention vaut mieux même que l'acte. Nous attendons que des résultats vraiment probants sortent de cette action d'envergure qui est en cours en ce moment pour que les années prochaines, nous ne connaissions pas cette situation. Célestin Kouala encourage le gouvernement à poursuivre les travaux de réparation des réseaux d'assainissement et de drainage. Il invite par ailleurs les populations à s'approprier l'entretien de ces ouvrages. Et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique recrute des bénévoles en vue d'apporter soutien et assistance aux familles sinistrées des inondations dans le pays. Sont concernés les jeunes âgés de 18 à 40 ans. Ils peuvent donc s'inscrire sur le site www.bénévolat.jeunesse.gouv.ci. Infoline 53 43 12 64 46 58 85 42. L'Union européenne investit 6,5 milliards de francs CFA pour renforcer les effectifs de l'ONPC, l'Office national de la protection civile. Une série de formations a lieu depuis février 2017. Et sur 1500 personnes recrutées, 1496 sont formées. Les précisions d'Abou Sanogo. De 120 au départ, l'effectif des pompiers civils est passé à ce jour à 1496 grâce à une série de formations initiées par l'Union européenne. D'un coût global de 6,5 milliards de francs CFA, cette formation de pompiers civils va permettre une meilleure prise en charge des populations en cas de sinistre. Durant 3 semaines, ils ont été formés en incendie et en sauvetage assuré. Les pompiers stagiaires se disent heureux de vivre cette expérience qu'ils comptent mettre en pratique dans leurs casernes respectives. Le représentant du directeur général de l'ONPC, l'Office national de la protection civile, le colonel Ouei Gabriel, se félicite du déroulement de ce projet sans oublier de rappeler leur mission. La fin du projet verra la création et l'équipement de 10 casernes. Cette 17e session de formation de pompiers civils a été assurée par 9 formateurs africains et européens. Une remise d'attestation a également meublé cette cérémonie. Un mot d'agriculture maintenant. On va parler manioc plus précisément. Au moment où des estimations appellent à doubler, voire tripler les rendements à l'hectare d'ici à 2050 pour couvrir les besoins alimentaires et industriels liés au manioc, des épidémies menacent les productions. Il faut à tout prix éviter une crise du manioc et pour cela, des décideurs de 12 pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Centre se sont retrouvés récemment à Cotonou au Bénin. À l'issue de leurs travaux, tous se sont engagés à lutter contre les maladies virales à travers des sensibilisations et le renforcement des travaux de recherche. Les précisions de Francis Boifou. J'invite les États membres du programme WAVE, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria à nous aider dans la mise en place d'un système de surveillance, d'alerte précoce, de secours, de certification, des recherches et de financement pour lutter contre les maladies du manioc. Ce sont les propos du Dr Justin Pita, directeur exécutif du programme ouest-africain d'épidémiologie virale pour la sécurité alimentaire WAVE, à la clôture de la conférence internationale sur les épidémies qui menacent le manioc à Cotonou, au Bénin. Cette rencontre a réuni des scientifiques de 12 pays d'Afrique de l'Ouest,
de l'Est et du Centre autour des décideurs africains, dont des rois et chefs traditionnels. Tous se sont engagés à lutter efficacement contre les pathologies du manioc, surtout celles dites virales. Tenez, la maladie de la mosaïque africaine du manioc peut entraîner, selon les chercheurs, entre 40 et 70% de perte de rendement. Quant à la striue brune, qui sévit en ce moment en Afrique de l'Est et du Centre, elle peut occasionner des pertes pouvant atteindre 90 à 100% de la production. La conférence du Bénin exhorte les dirigeants africains, virologues et sélectionneurs du manioc à privilégier la lutte intégrée. Autrement dit, à travailler ensemble dans le cadre de la mise en place des plans capables de résister à ces maladies qui menacent la sécurité alimentaire et l'économie. Des pertes estimées à environ 1000 milliards de francs CFA en Afrique subsaharienne. Et de son côté, le ministre des Ressources animales et halieutiques veut lutter contre le trafic illicite des médicaments vétérinaires en vue de la sécurité sanitaire des produits d'origine animale. Kobenan Kwasi Adjoumani a lancé jeudi dernier à Nibi-Lekro une campagne d'assainissement du marché de médicaments vétérinaires dénommée Kamet. On en sait plus avec Chantal et Ouman Akandon. À Nibi-Lekro, dans la région de l'Indénieux Djuablin, connaît une forte expansion de l'activité d'élevage. Cette zone est confrontée à une pratique illégale de la médecine vétérinaire et à l'existence d'un réseau de distribution informelle et illicite de médicaments contrefaits. Moi, je sollicite toujours l'aide du service vétérinaire. Si les poulets ne pondent pas bien, forcément vous allez perdre. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a procédé au lancement de la campagne d'assainissement du marché du médicament vétérinaire en Côte d'Ivoire à Nibi-Lekro. Pour Kobenan Kwasi Adjoumani, l'usage de médicaments de mauvaise qualité présente d'énormes dangers aussi bien pour les acteurs, la production animale, les consommateurs que pour tout le pays entier. Les éleveurs ici ont besoin d'être assistés. Ils ont besoin de disposer d'outils précieux pour faire fonctionner leurs élevages. Et pour nous, l'outil le plus précieux, c'est le médicament qu'on donne aux animaux. L'un des outils précieux, c'est l'alimentation. Désormais, lorsqu'il va être question d'implanter un élevage dans une localité en Côte d'Ivoire, qu'on se conforme aux normes sanitaires. Pour les vétérinaires professionnels, cette campagne d'assainissement va garantir la santé animale, la santé publique, mais aussi protéger l'exercice de leur métier. La direction des services vétérinaires a accompagné l'installation des vétérinaires en clientèle privée à qui l'État a dévolu le conseil, le traitement, les soins de santé et la chirurgie des animaux, mais aussi surtout l'importation et la distribution des médicaments vétérinaires. C'est quand même un coup de pouce pour le secteur quand même de la distribution du produit vétérinaire, qu'aujourd'hui les choses soient vraiment organisées. C'est à la fois un bien pour l'éleveur et aussi pour les officines qui pourront travailler aisément et avoir des meilleurs résultats par rapport aux objectifs de production que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. En dépit de ces difficultés, le secteur de l'élevage contribue à hauteur de 4,5% au PIB national et emploie près de 360 000 personnes. Une place de choix donc dans la croissance économique de la Côte d'Ivoire et un moyen de lutte contre la pauvreté. Délocalisé à Abidjan du fait de la crise survenue en Côte d'Ivoire en 2002, le centre d'entomologie médicale et vétérinaire retourne définitivement à Bouaké, au centre du pays, son siège initial. Les nouveaux locaux de ce centre ont été inaugurés récemment, c'était jeudi dernier, par les autorités de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Charles Tatou, notre confrère de RTI Bouaké. Après plus de 15 années d'activité passées hors de Bouaké, son siège initial, du fait de la crise de 2002, le centre d'entomologie médicale et vétérinaire y est de retour avec de nouveaux locaux implantés au sein de l'université Alassane Ouattara. Coût des réalisations, près de 200 millions de francs CFA. La formation s'ouvre désormais au monde entier avec une double diplomation
grâce à un partenariat qui se pratique depuis 2015 entre le CMV, l'Université de Montpellier et les autres structures sous-régionales. Selon donc les clauses de ce partenariat, la formation se fait en Côte d'Ivoire. Le candidat qui est reçu à son examen a 2 diplômes. Le diplôme donc africain, délivré par le CMV de l'Université Alassane Ouattara, et le diplôme européen français, délivré par l'Université de Montpellier. Je travaille sur les maladies à vecteurs, principalement dans le cadre du paludisme. Donc moi, j'ai travaillé sur l'utilisation de la pulvérisation intradomiciliaire dans la lutte contre le paludisme. L'inauguration a été couplée d'une remise de diplôme du Master international d'entomologie à 9 étudiants en fin de formation en présence des autorités. Cette formation que conduit le Centre d'entomologie médicale et vétérinaire de l'Université Alassane Ouattara est justifiée aussi parce qu'elle s'inscrit parfaitement dans les actions et activités à mettre en œuvre dans le cadre du programme national de recherche santé développé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Avec sa mission de formation de spécialistes en charge de la lutte contre les maladies tropicales, dont le paludisme, l'ulcère de Brûlis et la peste de petits ruminants, ce centre, avec ses nouveaux locaux, renforce ainsi les unités pédagogiques de l'UAO. Et mercredi dernier, ici à Abidjan, c'est le Conseil économique, social, environnemental et culturel qui a tenu la 2e édition de ces grandes rencontres. Une tribune qui a pour objectif d'outiller les membres de l'institution dans les réflexions pour des avis pertinents. La ministre Liramata Bakayoko était l'invitée de cette édition et elle a développé le thème « Enseignement supérieur, recherche scientifique et innovation en Côte d'Ivoire, défis et visions » et ensuite « perspectives ». Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Le financement de l'enseignement supérieur, le syndicalisme en milieu universitaire, l'adéquation formation-emploi, l'impact de la révolution numérique sont entre autres les sujets abordés par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Bakayoko Liramata lors de la seconde édition des grandes rencontres du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. À travers cette tribune, le CESEC entend enrichir les travaux des conseils avec la contribution de personnalités de haut niveau. Nos perspectives, c'est toujours apporter un plus, conseiller le gouvernement, apporter des éclairages, avoir une vision claire, précise, pragmatique de notre environnement. Enseignement supérieur, recherche scientifique et innovation en Côte d'Ivoire. Défis, vision et perspectives est le thème de la conférence qu'a animé le professeur Bakayoko Liramata, qui a profité pour donner la vision du gouvernement sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. L'État de Côte d'Ivoire a mis en place un plan sectoriel d'éducation pour la période 2016-2025 et c'est sûr dans ce plan que s'inscrit le plan national de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Pour le CESEC, la tribune des grandes rencontres est importante car elle outille les membres de l'institution dans leurs réflexions afin de mieux formuler des avis pertinents. Le 19 juin dernier, c'était la journée mondiale de la drépanocytose, une maladie qui, selon l'OMS, touche plus de 150 millions de personnes dans le monde, dont les 2 tiers sont situés en Afrique subsaharienne. Ici en Côte d'Ivoire, elle se traduit par un taux de prévalence d'environ 12% de la population totale. Longtemps déclarée incurable, la drépanocytose se guérit aujourd'hui grâce à la greffe de la moelle osseuse et à la thérapie génique. Comment se fait ce traitement et combien de temps dure-t-il? Élément de réponse avec Ami Sissoko. La drépanocytose est une maladie héréditaire du sang. Chez les patients drépanocytaires, les globules rouges sanguins ne sont pas ronds. Ils ont la forme d'une faucille. Le transport d'oxygène se fait difficilement. La maladie peut être très handicapante. L'hémoglobine est contenue dans les globules rouges, les responsables du transport de l'oxygène dans tout l'organisme. Donc lorsqu'il y a un défaut de l'hémoglobine, il y a un défaut de transport de l'oxygène. Donc les organes commencent à rentrer en souffrance. Voilà, c'est ce qui se traduit souvent par les crises, ce qui serait aussi responsable des complications liées à la drépanocytose. Les douleurs elles sont variables. Souvent, on n'arrive même pas à la qualifier parce qu'on est obligé de recevoir de la morphine
Et souvent, parfois, la morphine même ne calme pas la douleur. Le premier cas de drépanocytose a été découvert aux États-Unis en 1910. C'était un jeune étudiant jamaïcain. Plus d'un siècle plus tard, la guérison de la drépanocytose est enfin envisageable. Deux méthodes ont fait leur preuve. La greffe de la moelle osseuse et la thérapie génique. La greffe de la moelle osseuse consiste à injecter au patient une moelle osseuse saine et compatible. Cette greffe permet aux malades de fabriquer des globules rouges normaux. Dans cette méthode-là, on va traiter le malade pour vider complètement sa moelle de toutes les cellules, avant maintenant de venir donner la moelle du donneur. Et quand cette moelle pousse, les globules rouges qui sont produits deviennent, eux, normaux. Donc, ils vont guérir, ils seront soulagés de toutes les manifestations. La greffe de la moelle osseuse coûte plus de 80 millions de francs CFA. Quant à la thérapie génique, encore au stade expérimental, elle va plus loin. C'est le code génétique du malade qui est modifié. Le gène responsable de la maladie sous la forme S est transformé en gène normal sous la forme A afin qu'il produise des globules rouges normaux. Quelques succès ont déjà été rencontrés. C'est une cellule qu'on va prendre, sur laquelle on va prendre le gène normal et on va couper au niveau de la cellule du malade drépanocytaire, on va couper, enlever le gène anormal, le remplacer par le gène normal, donc reconstituer une nouvelle cellule qu'on va maintenant injecter au malade. Et là aussi, on obtient la guérison. La greffe de la moelle osseuse et la thérapie génique, des traitements onéreux, pas à la portée de tous et pas encore disponibles en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, les malades se contentent d'améliorer leur quotidien avec des traitements à base d'antidouleurs. Il y a peu, l'hydroxyurée a fait son entrée dans le lot de traitements qui réduisent les effets de la maladie. Cette dernière agit en augmentant le taux d'hémoglobine dans le sang et apaise les douleurs intenses. Les formes les plus graves et anémiques de la drépanocytose nécessitent des échanges transfusionnels. On retire un peu de son sang au malade pendant qu'on lui transfuse du sang provenant de donneurs de sang sains. Quand on me transfuse, non, c'est bon, ça va, je me sens bien. Un médicament qui a fait ses preuves depuis près d'une trentaine d'années, qui est l'hydroxyurée, qui améliore très sensiblement, qui améliore très bien la qualité de vie du malade parce qu'il va permettre d'augmenter le taux d'hémoglobine, donc d'augmenter les capacités physiques du malade. À côté de ces soins de confort, certaines précautions sont à prendre par le drépanocytaire pour éviter les crises. Éviter les efforts physiques intenses et les bains trop froids. Boire beaucoup pour ne pas être déshydraté. Il est aussi recommandé aux drépanocytaires de faire leur vaccin. Mais pour prévenir la maladie, la méthode la plus efficace reste d'éviter les unions entre personnes porteuses saines ou malades. Merci du conseil. Reportage signé donc Camille Sissoko. Le Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées a tenu récemment ici à Abidjan la 8e réunion de son comité directeur. Pendant 2 jours, les inspecteurs généraux d'une vingtaine de pays ont échangé pour renforcer la bonne gouvernance. Notre reporter Moussa Konaté était samedi à la cérémonie de clôture. Son compte rendu. La 8e réunion du comité directeur du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées a réuni à Abidjan une vingtaine d'inspecteurs généraux d'État africains. Après 2 jours de travaux, ces contrôleurs de l'ordre administratif ont pris des décisions et fait des recommandations, notamment celles relatives au fonctionnement de l'Institut du Forum. Les comités directeurs recommandent et encouragent les membres de l'organisation à faire inscrire leurs auditeurs aux sessions des formations proposées par l'IFIGE. Le comité directeur recommande au secrétariat exécutif du FIGE de procéder à la mise en place d'une plateforme d'échange et de partage d'expériences en partenariat avec l'Institut du FIGE. L'inspecteur général d'État, Awandoli Théophile, président du comité directeur de la structure, se réjouit de la qualité des échanges qui visent à renforcer les actions de la bonne gouvernance. Il faut également saluer la proposition invitant les inspections générales d'État à être des organes de veille et d'alerte des autorités pour toutes les atteintes aux règles et aux principes de la bonne gouvernance. Il devient urgent de développer une stratégie permettant une synergie entre la société civile et le grand public
sur des questions de bonne gouvernance, notamment la mise en ligne d'un site internet interactif. Les prochaines assises du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées sont prévues les 22 et 23 octobre 2018 en Mauritanie. Monsieur Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat, convoque, mesdames et messieurs les sénateurs, à la séance plénière qui se tiendra les mardis 26 et mercredi 27 juin 2018 à 10h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Ordre du jour, examen de la proposition de résolution fixant les règles de procédure d'examen et d'adoption de la proposition de résolution portant règlement du Sénat. Examen de la proposition de résolution portant règlement du Sénat, mise en place des différents organes du Sénat. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. L'Association ivoirienne des diplômés de l'Institut technique de banque a organisé mercredi dernier la cérémonie de remise de diplôme de l'ITB à la promotion Henri Conan-Bédier, la promotion 2017. Un diplôme délivré par le Centre de formation à la profession bancaire de France à des cadres de banque après 2 ans de formation. Elle vise le renforcement de ses agents financiers en vue de répondre aux besoins de plus en plus croissants des clients. La cérémonie de remise de diplôme s'est tenue au plateau en présence de notre reporter Nadia Eidja. Ils sont 85 cadres de banque sur 105 à être admis au diplôme de l'Institut technique de banque ITB pour la promotion 2017. Après un texte de sélection ouvert au bac à +4 et 2 ans de formation, ces banquiers ont obtenu le précieux sésame. C'est un diplôme pas facile à acquérir, il nécessite un investissement personnel. Et donc c'est un sentiment de très grande joie qui nous anime. Ça me permettra de mieux comprendre un peu le mécanisme bancaire et surtout, ça me permettra d'être un bon manager. Les diplômés ont été formés entre autres aux techniques de banque et de développement, à la gestion financière et au management. Des acquis à mettre au service de leurs clients. Notre métier est un métier qui varie. Et au niveau des techniques bancaires, il y a lieu donc de se mettre au niveau. Et nous avons aussi une clientèle très exigeante. Des cadres bien formés ne peuvent qu'enrichir notre activité. Donc c'est pour ça que nous, au niveau de l'association professionnelle des banques et établissements financiers, nous accordons une part importante à la formation de nos collaborateurs. L'ITB est à ce jour le diplôme le plus élevé du système bancaire. Il est délivré par le Centre de formation de la profession bancaire, CFPB, de France, en partenariat avec l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Lors de cette cérémonie, des diplômes du secteur accessibles avec le bac +2 ont été aussi délivrés à certains agents. Le reportage de Nadia Eidja a été commenté pour vous par Cheikh Koné Aboubakar. Loisirs et temporalité chez la femme en Côte d'Ivoire. C'est le thème de la 2e édition de la journée Femmes et Loisirs. Journée initiée par le ministère des Sports et des Loisirs. C'était samedi dernier à Adiaké. Pour cette édition 2018, 300 femmes sont venues de toute la région du Sud Comoé pour prendre part à ces Jeux. Une occasion pour le ministère de François Amicha de les sensibiliser sur l'importance du divertissement. On en sait plus avec Franck Quadio. En direction de la place LA, des femmes venues de tout le sud Comoé. Nous sommes au top départ de la 2e édition des Femmes et Loisirs d'Adiaké, une activité initiée par le ministère des Sports et Loisirs. Les femmes occupent beaucoup, une place importante dans les occupations sociales, familiales, professionnelles. Mais le plus souvent, elles n'ont pas assez de temps pour leur propre épanouissement. Donc il nous est demandé, entre autres missions, dans la promotion du loisir, de leur offrir, je vais dire, une place spéciale, donc d'épanouissement. Fitness, football, jeu de la corde, au-delà du jeu et du loisir, il s'agit pour les initiateurs de donner aux femmes une place de choix dans le développement de la Côte d'Ivoire. Si nous voulons avoir une économie forte, il faut qu'il y ait des femmes fortes. Et pour qu'il y ait des femmes fortes, il faut qu'elles aient aussi le temps de récupérer, que leur corps puisse récupérer, se régénérer un peu. 300, c'est le nombre de femmes qui ont pris part à cette 2e édition au cours de laquelle une conférence a été dite autour du thème « Loisirs et temporalité chez la femme en Côte d'Ivoire ».
Un mot de sport dans ce journal. La SEC Mimosa a remporté hier la Coupe nationale édition 2018. Une victoire sur le stade d'Abidjan. Score final 5-3 à l'issue des tirs au but. Le compte-rendu de nos confrères de RTI Sport. 1-1 après prolongation et 5-3 au tir au but, ce sont les jaunes et noirs qui ont ouvert le score à la 25e minute par Sanogo Issa. Puis la partie s'est équilibrée malgré quelques accélérations des Mimos. Et à 3 minutes de la fin du temps réglementaire, les efforts des Yéyés sont récompensés. À l'eau se jouent des défenseurs de l'ASEC Mimosa et marquent. Dans la séance des tirs au but, les Mimos se montrent plus adroits et s'imposent 5-3. L'ASEC Mimosa, après le sacre en championnat, remporte la Coupe nationale, son 20e dans la compétition face à des stadistes qui n'ont pas démérité. Turquie, élection législative à un tour et premier tour de la présidentielle et coup double pour le président sortant Recep Tayyip Erdogan qui a tout emporté. Il a été crédité de 52,5%. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble. On se retrouve demain, ici même, à 13h. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour toi.